organisateurs, merci aux sponsors de cet événement. Merci justement merci de me donner la parole pour parler de l'IA dans l'éducation, un sujet qui nous intéresse tous, qui nous passionne et qui nous inquiète aussi, parce que c'est l'avenir de nos enfants. Dès qu'on parle d'éducation, c'est un sujet sensible parce qu'on parle des futures générations. Je vais juste faire une parenthèse pour me présenter. Donc, je suis Kauthar Boussama, je suis docteur en intelligence artificielle. J'ai eu mon doctorat à l'université Paris-Dauphine. J'ai un background mathématique, j'insiste, en fait, j'ai fait des mathématiques appliquées. Ensuite, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'encadre un master d'intelligence artificielle à l'université Paris-Dauphine, Tunis. On aime bien parler de cette anecdote avec la directrice, Madame Aimine Azral de l'université Dauphine Tunis. C'est un master qu'on a lancé à Tunis avant qu'il soit lancé à Paris. D'accord. Et c'est un des meilleurs masters aujourd'hui en Tunisie. C'est grâce à ces intervenants. Et on a cette chance, en fait, d'avoir des intervenants, des enseignants-chercheurs français et tunisiens. Donc, une équipe mixte, mais pas uniquement. On a aussi des professionnels qui interviennent au niveau de ce master. Et là, je vais enchaîner, en fait, tout de suite. Je vais basculer. Enfin, juste une parenthèse avant de commencer la présentation. Je suis aussi dans le monde de l'IT. J'ai plus que 20 ans d'expérience sur Oracle, sur les produits Oracle, et je travaille justement pour les clients Oracle pour mettre en place des IA et des applications pour les aider à résoudre des problèmes un peu plus complexes que les problèmes classiques. Alors, revenons à notre sujet, l'intelligence artificielle au niveau de l'éducation. Donc, je vais commencer en premier par une petite définition au niveau de l'intelligence. Tous, on sait que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une modélisation de l'intelligence humaine. On essaye, en quelque sorte, de modéliser la parole, la vision, l'émotion aussi, pas uniquement, la pensée, la motricité. Et tout ça, c'est vraiment pour essayer d'aider l'humain en quelque sorte. En fait, c'est des approches de modélisation de l'intelligence humaine pour créer des IA au service de l'humain. Qu'est-ce qui a permis justement à l'intelligence artificielle de sortir de ces laboratoires? Parce que quand on regarde aujourd'hui l'histoire de l'IA, l'IA n'a pas commencé il y a 5 ans. L'IA a commencé avec la machine de Turing. Donc, on parle déjà d'IA les années 50. Et ce qui a permis justement à l'IA de sortir des laboratoires et d'avoir ces applications dans le monde réel et le monde des entreprises, c'est l'avancée technologique. On va parler de l'avancée justement du hardware. L'architecture, aujourd'hui, on parle du cloud qui nous permet justement de connecter plus que de données, enfin des données, des métadonnées, d'avoir des processeurs puissants, d'avoir une infrastructure qui permet justement de mettre en place des algorithmes complexes, parce que l'IA nécessite 2 choses, de la donnée et de la puissance machine pour pouvoir justement permettre à ces algorithmes, des algorithmes d'apprentissage, de prédiction, d'analyse de données, d'automatisation, à ces algorithmes de fonctionner. Ces applications, enfin, ces IA qui sont basées sur ces algorithmiques, on les a vus en premier apparaître au niveau des applications, dans des applications bancaires, dans les banques, assurances, là où il y a de l'argent, en fait, en quelque sorte. La santé aussi, les secteurs qui sont riches et qui ont investi tout de suite dans l'IA, les éditeurs de logiciels, quand on voit Google, Facebook, tout ça, en fait, c'est une question de moyens. Et l'éducation est restée un peu à la traîne. Donc aujourd'hui, si on regarde, on n'a pas un acteur qui propose justement des solutions pour l'éducation. On va entendre plus
des éditeurs de logiciels qui proposent des solutions pour le monde bancaire, le monde d'assurance, la santé, etc. Donc, je vais commencer en fait à à parler aujourd'hui d'applications d'IA au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, on parle d'applications qui permettent justement de personnaliser la formation, de personnaliser le programme, d'avoir un contenu qui est adapté à l'apprenant. Chose qu'on ne faisait pas avant. Si on regarde, tous, on a été à l'école et tous, en fait, on s'est adapté au programme, on s'est adapté à la formation. L'IA, aujourd'hui, a la capacité de proposer plutôt des formations qui s'adaptent à l'apprenant. Ce qui s'adapte dans le sens de permettre aussi à l'apprenant de suivre la vitesse d'apprentissage d'un apprenant. Si on prend le cas d'une école, si on prend des élèves, ils n'ont pas tous la même capacité d'apprentissage. Ils n'avancent pas à la même vitesse. Ils n'ont pas la même connaissance, bien sûr, parce que quand on regarde aussi la famille, en fait, si on prend des familles différentes, l'enfant, il ne va pas avoir une capacité d'apprendre de la même façon. Donc, tout ça, toutes ces difficultés qu'on rencontre un apprenant au niveau de l'école classique, l'IA peut apporter en fait des solutions pour adapter plutôt le programme à ces apprenants. Hein. Quand on parle d'apprenants, on ne parle pas que des élèves ou des étudiants. L'apprenant, ça peut être aussi un professionnel, ça peut être un chômeur, ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite, mais qui s'intéresse à ce qui se passe. En fait, il a envie d'avancer au niveau de... Il a envie de découvrir aussi et de ne pas être dépassé. Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi avec l'IA? Un système qui a la capacité de détecter les signaux faibles. Ça, c'est la force de l'IA, chose qu'on n'arrivait pas à faire avec des algorithmes classiques. Avec l'IA, on a cette capacité de détecter les signaux. Quand on parle de détecter ces signaux faibles, c'est détecter l'ennui à l'école, détecter aussi le décrochage scolaire très tôt, et aussi peut-être détecter est-ce que le programme s'adapte ou ne s'adapte pas, mais en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les formations qui sont proposées, on a un programme qui est proposé, il est enseigné, mais on attend un certain nombre d'années pour faire l'analyse que le programme s'adapte ou il ne s'adapte pas. Donc, et pour moi, c'est un peu trop tard en fait. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut avoir des outils qui nous permettent d'avoir un retour rapide et de pouvoir décider rapidement si le programme s'adapte ou ne s'adapte pas. Grâce à l'IA aussi, on peut avoir des plateformes 24/7. Alors, quand on parle de plateformes 24/7, des plateformes disponibles pour pouvoir apprendre, par plateforme 24/7, ce n'est pas de l'IA, mais des plateformes 24/7 avec de l'IA. Et pour ces plateformes-là, en fait, c'est des plateformes où on a des assistants, des IA qui ils sont là pour assister l'apprenant. Ils peuvent assister l'apprenant soit en l'orientant vers les cours à suivre, les programmes à suivre. Ça peut être aussi une plateforme qui peut aider l'apprenant quand il est bloqué, l'orienter vers la solution. Et c'est des choses qui existent aujourd'hui chez les éditeurs de logiciels. Donc, on peut s'inspirer de l'expérience de ce qui se passe chez les éditeurs de logiciels pour essayer de l'appliquer dans le monde, éducatif. Le cas, en fait, ce qui se passe au niveau chez les éditeurs de logiciels, ils enregistrent tout en quelque sorte. Ils ont une plateforme où ils enregistrent les documents et ils enregistrent aussi par rapport aux problèmes rencontrés chez les clients avec les solutions. Donc, quand vous avez une plateforme riche de connaissances, cette plateforme peut vous aider et vous orienter et vous permettre de trouver la solution sans avoir à attendre d'avoir un enseignant qui va venir vous donner la réponse.
Donc, ça permet aussi d'avoir un apprentissage 24/7. Vous êtes en train de suivre une formation, vous êtes bloqué et vous avez le moyen d'aller sur cette plateforme pour faire votre propre recherche. Donc là, on est en train de transformer aussi l'apprentissage. C'est plus l'enseignant qui donne le cours, c'est plus l'apprenant qui fait cet effort pour aller chercher l'information. Et l'enseignant, il est là juste pour orienter, pour encadrer et pour apporter aussi la connaissance et le savoir. On peut aussi utiliser des IA pour être des assistants pour les enseignants. On sait très bien que les enseignants sont submergés, et ce qui est vraiment dommage, parce que ça ne leur permet pas de plutôt travailler au niveau du contenu, de compléter leur formation, d'enrichir leur formation. Et ils passent leur temps à corriger des exercices, à faire des corrections, à faire de l'évaluation. Et on peut penser à des systèmes à des IA qui peuvent assister aussi l'enseignant et alléger un peu ces tâches répétitives pour lui permettre justement de gagner ce temps-là pour pouvoir enrichir son cours. On peut aussi penser à des plateformes qui sont des assistants pour les enseignants. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les problèmes qu'on rencontre au niveau des écoles, les écoles dans les régions, au niveau des régions, c'est plus un problème de l'enseignant qui n'est pas suivi. On forme l'enseignant et on l'envoie faire sa mission au fin fond de la Tunisie sans avoir une assistance. Il se retrouve tout seul, il est jeune, et il ne sait pas comment aborder, comment former son cours, comment enrichir. Tout ça, il n'a pas assez de recul. Donc, c'est bien aussi d'avoir peut-être une plateforme qui permet d'assister ces jeunes enseignants à les assister au niveau de l'enseignement, mais pas uniquement. Il faut penser aussi à peut-être enlever ces barrières et rapprocher justement les gens, c'est rapprocher les enseignants du monde de la recherche, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Quand on regarde, les chercheurs, ils font de la recherche au niveau de leur laboratoire de recherche. Les enseignants, ils enseignent. Alors, sans parler justement, on oublie que l'importance, la base, l'important, c'est l'école primaire. Si on n'agit pas au niveau de l'école primaire, si on ne fait pas de telle sorte au niveau de l'école primaire, on apprend à ces enfants à apprendre par eux-mêmes, en fait, on forme une génération qui n'est pas capable d'être autonome, qui absorbe sans pouvoir avoir un esprit critique, sans pouvoir aller chercher l'information. On les apprend à être un peu feignants en quelque sorte et non pas à aller chercher l'information comme on faisait quand on n'avait pas, enfin notre génération en tous les cas, que nous on n'avait pas les moyens, on était obligés de se déplacer, aller à la bibliothèque, chercher les livres, essayer de se renseigner. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi des enseignants qui nous poussaient à aller chercher. Donc là, c'est bien aussi de penser à avoir une IA qui peut-être a cette capacité de faciliter ce lien entre l'enseignant, l'instituteur qui est perdu dans sa petite école tout seul, et aussi le chercheur, remettre l'importance de la recherche au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, la recherche, c'est quelque chose, en fait, on dit, OK, c'est des chercheurs, ils vont faire écrire leurs articles, mais on ne voit pas de retour, on ne voit pas d'application tout de suite. Il n'y a pas d'interactivité entre les enseignants, les instituts. Et j'insiste sur ce que je trouve, moi, personnellement dommage, c'est qu'on ne donne pas d'importance à l'école primaire. L'enseignement, l'éducation, ça commence à l'école primaire. Donc, s'il y a un effort à faire, c'est vraiment revoir l'école primaire et la façon d'enseigner au niveau de l'école primaire. Et c'est revoir non pas uniquement le contenu, revoir aussi la forme. Et l'IA aujourd'hui vous offre ces outils. On offre des outils qui vous permettent justement d'offrir l'école de demain, d'offrir l'école 360. On le fait en marketing, on parle du client 360. On a une vision qui permet d'identifier les clients, d'analyser le comportement du client, d'analyser, de comprendre pour pouvoir lui vendre plus de produits en quelque sorte. Il faut peut-être s'inspirer de ce client 360 pour construire l'école, l'élève 360. En ayant plus d'informations sur l'élève, on peut construire une école plus adaptée.
et on peut avoir des résultats plus intéressants. Donc, et pareil, quand on s'intéresse à l'élève 360, on peut aussi détecter l'ennui, le décrochage. Les surdoués aujourd'hui, il n'y a aucun programme qui est adapté aux surdoués parce qu'ils ont une vitesse d'apprentissage qui est différente des autres. Bah, le système n'est pas adapté à ces gens, à ces élèves-là. Mais pas uniquement. On parle de surdoués, mais on oublie souvent les handicapés. Aujourd'hui, on n'a pas de programme qui est adapté aux handicapés. Aujourd'hui, on prend des enfants handicapés, et ben, en fait, on ne forme pas, on n'a pas un programme qui est adapté. Et puis, il faut reconnaître, un enfant handicapé, il n'a pas la même vitesse d'apprentissage. Si vous demandez à une maîtresse qui a 30 élèves dans la classe de s'occuper d'un handicapé, elle va faire l'effort une fois, deux fois, trois fois, et ensuite, elle va abandonner. Par contre, vous mettez une machine, une IA, qui est là pour assister un handicapé et pour lui permettre d'apprendre et le suivre au niveau de l'apprentissage, vous êtes certain, la machine, là, vous proposez une solution, justement, et là, vous ne perdez pas l'handicapé. Et ça, croyez-moi, une machine, elle ne s'ennuie jamais. Hein. Elle peut répéter, elle est là pour répéter les tâches sans s'ennuyer. Donc, tout ça, en fait, et ces IA, ils peuvent être pas uniquement au service, puisque là, ce qu'on a vu, on avait des applications d'IA à l'apprenant. On peut aussi utiliser les IA pour, non pas uniquement aux apprenants, et aussi pour les enseignants, pour les encadrer, mais pas uniquement, pour les parents aussi. Aujourd'hui, quel est le rapport? Comment le parent il apprend que son élève il est bon ou pas bon? C'est quand il reçoit le bulletin. D'accord? Alors, si on imagine une plateforme qui permet aux parents de suivre en temps réel, en fait, enfin, quand je dis temps réel, entre guillemets, mais il a un suivi de son enfant et il est capable, le parent, de détecter, tiens, ses notes commencent à baisser, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais pouvoir agir. Je vais aller discuter avec mon enfant pour comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu alerter le parent et pas attendre la fin de l'année pour que le parent détecte que son enfant il a raté son année, quoi. Il a décroché au cours de l'année, il a eu des problèmes et il n'a pas été suivi. Mais pas uniquement. On peut aussi aller vers la scolarité et l'administration aujourd'hui. On ne fait aucun suivi de nos étudiants. Posez les questions au niveau de l'administration, s'ils connaissent vraiment, s'ils ont une idée précise de chaque étudiant ou chaque élève, de difficultés de chaque élève. Non. Ils ont à peu près, quand ils discutent, c'est plus un effort personnel. Si la personne, elle s'intéresse justement s'intéresse à ses élèves, elle va essayer de creuser, essayer de comprendre. Mais on n'a rien pour faire, au niveau de l'administration et la scolarité, on n'a rien qui permet justement surtout identifier l'ennui, l'échec et agir. Et aussi les problèmes qu'on peut rencontrer. Souvent, vous avez entendu parler d'un étudiant ou d'un élève qui se plaint d'un enseignant. Et on n'est pas capable de savoir si c'est vrai ou faux, en fait. Donc, si on sort de ce... En fait, on met en place des IA qui ont cette capacité de suivre. Si on voit que toute la classe ne suit plus le cours ou n'avance plus, peut-être c'est une alerte pour la scolarité pour faire quelque chose, pour peut-être discuter avec l'enseignant et lui dire bah, ils ont du mal avec votre cours, vous devez peut-être adapter, peut-être revoir et leur expliquer, il leur manque peut-être une partie. Donc ça aussi, c'est l'IA au service aussi de la scolarité et l'administration. Mais pas uniquement, on peut aussi parler d'IA au service du ministère de l'Enseignement. Aujourd'hui, comment les choses se passent? Le ministère de l'Enseignement, il va nommer une commission qui va réfléchir sur le changement d'un programme. Et ils vont passer du temps, une année, à discuter quel programme, quelle transformation apporter au niveau du programme. Déjà, on a passé une année. D'accord? Ensuite, quand on a fait la transformation, l'étape d'après, c'est de former les formateurs. Donc là aussi, on peut avoir une IA qui... Là aussi, c'est une difficulté. Donc, on a passé une année pour réfléchir, une année pour former les formateurs, et ensuite,
mettre en place ce nouveau programme et attendre 10 ans pour se rendre compte que notre programme a formé des chômeurs. C'est une réalité. Et ce n'est pas uniquement en Tunisie, hein. C'est la réalité même en France, même dans les pays développés. Si on revoit ce mécanisme pour introduire de l'intelligence artificielle au niveau du ministère pour les aider comme un assistant, on peut peut-être accélérer ce processus. On peut peut-être penser à une IA qui est là pour collecter des informations sur la région, sur le besoin de la région, et proposer des programmes qui sont adaptés. Et aussi, cette IA, cette plateforme en fait dotée d'intelligence artificielle, elle peut aussi proposer les formations aux formateurs en fait, pour permettre, en fait, c'est penser à une IA qui va réduire tout ce process qu'on a l'habitude de faire sans intelligence artificielle et sans outils informatiques, en fait, en quelque sorte, c'est introduire l'IA pour réduire ce temps-là, mais pas uniquement pour réduire le temps, parce qu'on parle de temps, on parle de gains, d'argent, on parle aussi d'efficacité, mais aussi pour personnaliser le programme. Aujourd'hui, dans tous les pays, quand on met en place un programme, le programme, il est donné, c'est le même programme qui est enseigné dans toutes les régions. Et je dirais, c'est un peu dommage. C'est ce qui crée, on se plaint tous de dire on forme des jeunes qui partent à l'étranger. Mais quand on regarde nos programmes, réellement, ils forment des jeunes pour travailler à l'étranger. On ne les forme pas pour travailler dans nos régions. On ne les forme pas pour travailler, pour résoudre nos problèmes. Si on revoit le programme au niveau du ministère pour collecter la donnée en fonction de la région et proposer des programmes en fonction de la région. Et je donne un exemple. Prenons le cas d'une région, le Sahel, par exemple. C'est une région où, en fait, l'agriculture est plus développée. Enfin, on veut développer plus. Enfin, l'agriculture, elle est développée et on aimerait avoir, en fait, des ressources, en quelque sorte, non pas pour être agriculteur uniquement, mais peut-être des agronomes, des ingénieurs qui ont la capacité aussi de développer des intelligences artificielles pour l'agriculture. Donc, au niveau, donc, pas uniquement pour former, enfin, quand je dis adapter, pas uniquement pour former des agriculteurs, mais on peut aussi former des personnes qui peuvent servir à mettre en place des solutions pour la région. Et je parle de l'agriculture parce que il y a beaucoup d'applications d'intelligence artificielle au niveau d'agriculture. Et ça fait mal au cœur de voir nos jeunes formés en Tunisie dans le domaine de la robotique, de l'intelligence artificielle, partir à l'étranger et ne pas faire bénéficier la Tunisie de leurs compétences. L'IA aussi, elle peut servir aussi comme un outil qui permet de tout de suite analyser et en fait, d'avoir un retour tout de suite du programme proposé. Quand on regarde aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, ce que je disais tout à l'heure, c'est on lance le programme et on attend 10 ans pour voir les conséquences. Si on a une intelligence artificielle et on collecte assez de données, on a la capacité de voir le retour de ce programme tout de suite et de l'adapter et de l'ajuster. D'accord ? Alors, donc, je vais maintenant parler de l'école du futur. Hier, on a eu une présentation de Nala sur les métaverses. Est-ce que c'est l'école de demain, elle sera une école physique ou une école virtuelle? Ça, on n'en sait pas. Donc, je lance cette question, justement, ça peut être un sujet des discussions dans la prochaine édition de cette conférence. C'est vrai, pour nous, on a pris cette habitude, on aime bien le présentiel. On l'a vu quand on a basculé pendant la pandémie au travail à distance. Certains, ils sont adaptés, d'autres, ils n'ont pas apprécié.
Mais on voit bien que la génération d'aujourd'hui, elle s'adapte sans problème à tout ce qui est virtuel, tout ce qui est numérique. Donc, est-ce que l'école demain sera une école virtuelle? Et c'est là où, justement, on parle de questions de moyens, et c'est là où il faut aller très, très vite. Parce que si on ne prend pas le train, on sera tout de suite dépassé. D'accord? L'école primaire, effectivement, l'école primaire, en fait, c'est des discussions, c'est une question, et c'est bien de débattre autour de cette question. Et peut-être que les chercheurs, ils ont des solutions à proposer. Et c'est là où j'ai dit, il faut rapprocher les gens. Il faut prendre toute ressource est bonne à prendre. Toute initiative est bonne à prendre. C'est la raison. Très bonne question. C'est une très, très bonne question. Et c'est ce que je dis à toute personne qui veut aller vers l'intelligence artificielle. La première question, qu'est-ce que vous avez comme système d'information? Si vous n'avez pas des systèmes d'information robustes, puissants, vous ne pouvez pas mettre en place une intelligence artificielle. L'IA se base sur quoi? L'IA, pour fonctionner, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un système d'information puissant, parce qu'il y a des algorithmes complexes qu'on fait tourner justement pour traiter ces données, et on a besoin aussi de la donnée. Sans données, on n'a pas de résultat. Alors, juste, je finis juste la présentation et on passe aux questions. Et c'est juste pour alerter par rapport, c'est une bonne question concernant qu'est-ce qu'il faut avoir comme système d'information. Et là, c'est pour alerter sur le danger de l'intelligence artificielle au niveau de l'éducation. Quand on parle d'IA, il ne faut pas oublier, on manipule de la donnée. Et là, on manipule de la donnée sensible. Donc là, il faut être vigilant sur l'application de la réglementation de protection des données personnelles, parce qu'on manipule en fait, le parcours d'un élève. Donc, c'est assez… Et les règles, il faut aussi être vigilant pour mettre des règles tout de suite. C'est très important de qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée qu'on collecte. Parce que imaginez, on prend les données des élèves et ensuite une entreprise, elle paye ces données pour pouvoir embaucher les meilleurs. C'est possible aujourd'hui. Voilà. Et pas uniquement. Moi, ce qui m'inquiète au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'éducation, c'est l'écart. C'est l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Ça aussi, ça risque de creuser encore l'écart. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vite. On a cette chance aujourd'hui. Il n'y a pas d'acteurs au niveau des applications en IA pour l'éducation. Donc, tout est possible. Quand on voit Facebook qui est sorti de rien avec une petite application, il a réussi aujourd'hui à devenir un acteur important au niveau du numérique. Google, quand on regarde l'histoire de Google, ils ont fait quoi? Ils ont développé un moteur de recherche puissant. Et aujourd'hui, on voit la puissance. Et pourquoi ne pas développer une IA pour l'éducation en Tunisie et la vendre à l'étranger? On a des ressources, on a de la matière grise, on a des jeunes compétents. Et il nous manque un peu d'encouragement et d'encadrement et un peu d'argent et d'investissement. Surtout l'argent, je dirais. Beaucoup d'argent, justement. Et beaucoup d'argent. Et j'alerte aussi l'IA. Il y a un danger aussi au niveau de l'IA. L'IA, c'est quelque chose qui développe l'individualisme. Quand on parle d'IA, on parle d'automatisation. On parle de personnalisation. Donc, on a tendance, en fait, à développer le côté individuel. Ça aussi, c'est un danger auquel il faut faire très attention. On travaille de plus en plus. Enfin, IA, c'est une puissance. Cette puissance, elle peut être utilisée pour le bien, mais peut être aussi utilisée pour le mal.
Donc là où j'alerte sur le danger de peut-être, au lieu d'introduire, parce qu'il y a la question, est-ce qu'on introduit l'IA à la petite école? Moi, je dis, avant d'introduire l'IA à la petite école, je dirais, il faudra introduire l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, l'empathie à la petite école. Ça, c'est très important. Parce que si on ne commence pas à travailler sur ça, on risque d'avoir demain une génération individualiste. Les pays développés, un pays nordique, il a introduit aujourd'hui, au niveau du parcours, du programme scolaire, des cours d'empathie. Et ça, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'ils introduisent, parce qu'ils ont compris le danger justement du numérique et de tous ces outils, ces nouveautés. Quand on voit les métaverses aussi, c'est un monde parallèle. Est-ce qu'on va demain, des jeunes qui vont pouvoir faire la différence entre un monde virtuel et un monde réel? Un jeune qui est mal dans sa peau, il va préférer vivre dans un monde virtuel. Donc, c'est là où il y a une alerte. Il faudra peut-être, au niveau de la petite école, introduire certaines formations, non pas pour les former sur le technique, mais le former sur l'humain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer puisque j'ai le micro. Donc, oui. Merci beaucoup, Madame Kauthar, pour cette présentation. En fait, c'est vrai que sur l'IA, nous avons entamé ce sujet-là. On a été curieux, on a commencé à s'informer, on a mis en place de petits programmes aussi. Alors, avant d'entamer déjà le sujet de l'IA, on a un gros problème en Tunisie, c'est l'accès à la donnée. Alors, des données très simples, hein. Déjà dans le domaine pour pouvoir faire une appréciation du potentiel d'un marché ou autre. Alors, pour parler de IA, il faut qu'on puisse aussi être sur l'open data, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc ça, c'est une première question. Comment pouvoir aussi comment dire, organiser nos données et comment pouvoir donner la possibilité d'accéder à la donnée. Le deuxième sujet concerne l'RGDP. Alors, nous, en tant qu'utilisateurs, comment on peut s'assurer aujourd'hui qu'on n'utilise pas nos données, sachant que des fois, on vit une inquisition, je pense que très probablement la plupart dans la salle l'ont vécu. Des fois, quand on parle de sujet, on a le téléphone à côté, on se rend compte après, quand on ouvre, qu'on a une pub, justement, qui parle du sujet sur lequel on échangeait entre amis, voilà, entre... Voilà. Et puis, le troisième point qui n'est pas évident pour nous, c'est comment pouvoir détecter ou optimiser les biais dans un programme d'intelligence artificielle. Alors, concernant la donnée, c'est l'approche européenne qui, bon, pour quelqu'un qui manipule de la donnée, qui adore manipuler de la donnée, il passe son temps à écrire du code. Moi, je trouve cette approche, c'est dommage, l'approche européenne, elle est arrivée pour interdire. Je préfère l'approche américaine, où tu dis, vous avez accès à la donnée, mais par contre, si vous utilisez mal la donnée, vous pouvez être certain, je suis là pour vous sanctionner et vous arrêter et donner une amende assez conséquente. Donc là, en Tunisie, on a pris cette approche européenne, hein, de dire interdire, interdire. Mais ce qui est réellement dommage, c'est que le message qui a été véhiculé, c'est interdire. Mais réellement, si on regarde au niveau du RGPD, c'est on n'interdit pas. En fait, en quelque sorte, je permets l'utilisation de la donnée à une condition que vous me dites qu'est-ce que vous faites avec cette donnée. Vous précisez ce que vous faites avec cette donnée. Donc, il n'y a pas de danger. En fait, on peut très bien utiliser des données personnelles à condition de bien définir l'utilisation de ces données et aussi le nombre d'années de stockage et les personnes qui ont accès à cette donnée.
D'accord. Pas que Kauthara. La réglementation, elle prévoit que, en tant qu'utilisateur, on peut demander à l'entreprise d'avoir toutes les preuves pourquoi et comment a été utilisées mes données personnelles. Bien sûr. Et ça, franchement, je ne pense pas qu'une entreprise puisse le faire en Tunisie. Ça a été conçu par des avocats, pas par des informaticiens. En fait. Je peux vous dire, en plus, ça m'amuse parce que quand on est dans le numérique, protéger la donnée n'a aucun sens. Comme vous protégez, vous pouvez casser cette protection. C'est pas quand vous vraiment travaillez dans du low code, du code vraiment, vous pouvez accéder à la donnée, vous pouvez casser cette sécurité. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut plutôt sensibiliser les gens sur l'utilisation de la donnée. Et c'est là, en fait, c'est éduquer les gens, c'est les sensibiliser. Et ce qui est, comme vous dites, hein, c'est vrai qu'en France, on entend, vous avez le droit d'aller demander à votre entreprise ce qu'elle détient sur vous comme données. OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Comme vous avez dit, on a mis sur la table ce sujet de transparence, mais il a en fait freiné en quelque sorte l'évolution de l'informatique. Aujourd'hui, on a du retard en Tunisie et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, on a mis des barrières pour qu'on ne puisse pas avancer. Moi, j'aurais préféré laisser les gens faire et sanctionner. C'est ce qu'ils ont fait les Américains. Google, s'il a avancé, c'est parce qu'il a pu utiliser les données sensibles. Facebook, c'est pareil. Hein. Les algorithmes de Facebook, s'ils sont puissants, c'est parce qu'ils manipulent des données personnelles. Et j'ai adoré les Américains, les Français et les Européens, ils ont mis la réglementation RGPD. Et les Américains, ils sont arrivés, ils disent, allez, le Cloud Act, point. Toute donnée qui est sur un système américain, eh ben, en fait, c'est une donnée qui m'appartient, point. Donc, le RGPD est contrôlable. Kauthar, juste, je rajoute, hein, je suis là. Kauthar. Je rajoute un point. Je rajoute un point par rapport à ça. Oui, bien sûr. En fait, pour répondre aussi à Marie, moi, j'ai posé la question à mes étudiants. L'usage, parce qu'en fait, les Facebook, les médias sociaux, etc., il faut savoir l'utilité. Si vous diffusez tout, bien sûr qu'on va utiliser les données. Alors, j'ai posé la question, tout le temps, je pose la question à mes étudiants, comment vous faites? Est-ce que ça vous arrange? Comment vous protégez les données? Ils me disent non, on s'en fout, entre guillemets. On n'a pas peur qu'on utilise nos données. La génération aujourd'hui connectée, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je partage mes données, qu'ils utilisent nos données, etc. Les Américains, ils cassent cette RGPD, c'est juste les Européens, c'est la protection des données personnelles. Ils ont mis, c'est les avocats, etc. Mais les Américains, on ne s'en sert pas. Aujourd'hui, quand vous allez sur ces sites, pour avoir accès à un service, il faut accepter. Donc, c'est en fait, avant, on ne vous posait pas la question d'accepter, on utilise donc les cookies, les logs, etc. Aujourd'hui, on vous pose la question, si vous voulez continuer à avoir ce service-là, il faut accepter. Donc, du coup, on accepte tout le temps parce qu'en fait, on veut avoir ce service-là. Après, c'est l'usage. C'est l'usage. Quoi utiliser, quoi partager. Il faut être vigilant, mais les administrateurs de Google, ils ont tout accès à toutes les données aujourd'hui. Téléphone, dès qu'il est là, ils enregistrent tout. Mais les étudiants aujourd'hui, de la nouvelle génération dont on parle aujourd'hui, il faut leur poser la question. C'est pas peut-être nous, peut-être on fait partie un peu. Les jeunes aujourd'hui, on peut poser la question. Ça ne nous dérange pas, on veut partager tout. Ils utilisent nos données, l'open data aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des grandes bases de données open data. À l'arrivée du Covid, on avait les Google, les Collabs, les Google Labs, tous les Kaggle, tout ça, pour vraiment donner les données à tout le monde pour l'usage, justement, pour faire des POC et pour faire des applications. Donc, on n'est pas aujourd'hui, on reste, sauf qu'après, c'est qu'un seul point où on peut en arriver, c'est la sécurité des données. Aujourd'hui, on voit les cybersécurités, les attaques, ça c'est vrai. Au niveau des serveurs, il faut vraiment être beaucoup plus vigilant. D'ailleurs, on voit l'augmentation de nombre d'applications pour les détections d'intrusion dans les serveurs chez les banques, etc. Et on a vu pas le match. Mais l'usage, monsieur tout le monde aujourd'hui connecté, ça ne le dérange pas du tout. Je peux contribuer au contraire, je partage mes données, tout le monde peut utiliser les données pour une bonne cause en fait. Alors, je rajoute justement pour rassurer les gens qui ont très peur justement d'utilisation de leurs données personnelles,
Croyez-moi, quand vous ouvrez votre téléphone et on collecte la donnée, on ne sait pas qui vous êtes. On utilise la donnée. Et c'est des algorithmes qui utilisent la donnée, des données massives. Anonymisé ou pas, il ne va pas chercher à savoir c'est RIM qui utilise cette donnée. En fait, c'est un algorithme. Il a besoin de beaucoup de données pour pouvoir prendre la décision. C'est aussi simple que ça. Le profil. Regarde le profil, juste le profil de la personne. Donc, pour adapter le centre d'intérêt. Exactement, pour pouvoir, en fait, c'est le ciblage en quelque sorte. Le ciblage, c'est pour vous proposer des produits. Effectivement, là, c'est le marketing digital et tout ça. Mais si on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est avant, on faisait de la BI, donc on prenait de la donnée agrégée, on agrégeait la donnée et on utilisait cette donnée pour pouvoir décider. Aujourd'hui, on utilise la donnée telle qu'elle, on ne l'agrège plus. On a besoin de ces données massives parce qu'ils se basent sur des modèles complexes, des modèles mathématiques qui manipulent de la donnée, mais réellement, cette manipulation de données, c'est pour converger vers la solution tout en réduisant la marge d'erreur. Donc, il ne va pas s'intéresser à RIM, il va s'intéresser au profil de RIM pour lui vendre plus de choses. Il sait que RIM s'intéresse à l'intelligence artificielle, il va essayer de lui vendre des livres d'intelligence artificielle. Voilà. Bonjour, Amel Belhaja Ali, journaliste. Alors, moi, je ne suis pas rassurée du tout. Parce que justement, l'intelligence artificielle, quand l'intelligence artificielle commence à intervenir sur les émotions, ça ne me rassure pas du tout. Et ça ne me rassure pas du tout parce que ça veut dire qu'on peut orienter les choix des hommes dans les choix politiques, leurs choix de vie, leur choix de travail. Et donc, l'autodétermination, en fait, elle est menacée. Et là, moi, quand je lis l'ouvrage de Harari, 21 leçons pour le 21e siècle, indépendamment parlant de ce que peut apporter l'intelligence artificielle et qu'il décrit très bien dans son bouquin de libération au niveau du temps, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses à partir de chez nous ou très rapidement, pour découvrir le monde, pour vivre mieux. Mais est-ce qu'on vit mieux lorsqu'on n'est plus libre de nos choix? Et lorsque et en plus, ce sont ceux qui maîtrisent, qui neutralisent, qui ont les technologies, qui ont les moyens financiers, qui peuvent orienter les choix du monde entier, y compris les États-Unis. Mais évidemment, les Américains, ils n'ont pas de problème avec le fait qu'on puisse avoir une idée sur leurs données personnelles. Mais moi, en tant que Tunisienne, je n'ai pas les technologies, je n'ai pas les moyens. Et on voit qu'on a orienté pas mal de choses, y compris le soulèvement de 2011. Ça a été orienté, on a été manipulé. Et donc ça ne me rassure pas du tout. Maintenant, quels sont justement, comment se défendre contre cela? Alors, première chose. Deuxième chose, là, tout à l'heure, vous parliez justement de l'enseignement. Quel avenir pour les enseignants avec des plateformes d'intelligence artificielle? Est-ce que les enseignants ont toujours un rôle à jouer? Quel avenir pour l'éducation? Et là, je reviens également à la maîtrise des technologies et des moyens pour orienter les choix à l'international, parce que là, on parle de globalisation et nous voyons ce que font les grandes puissances de tous ces réseaux sociaux. Je suis d'accord. Alors, concernant votre première question sur votre inquiétude, la conclusion de ma proposition, enfin de ma présentation, au niveau de la conclusion, justement, je vais parler de l'individualisme et la puissance de l'IA. Donc, on partage le même point de vue, la même inquiétude. Effectivement, c'est comme si une puissance, l'IA c'est une puissance, il faut voir comme une puissance, elle peut faire le bien comme elle peut faire le mal. Effectivement, quand c'est des données, c'est pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler Et c'est là où nous, en tant que Tunisiens, on a intérêt justement à aller très très vite, à mettre en place, de former des gens et leur donner les outils, les outils pour pouvoir contrer. C'est le seul moyen, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de prendre, on doit prendre le train de l'IA. Si on ne le prend pas, on est écarté et on va être manipulé par les puissances. Et l'écart entre les pays riches et pauvres, il va encore croître. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas que la manipulation de la donnée, il y a le gain de temps. Si avant, on mettait 10 ans
pour passer pour mettre en place une technologie. Aujourd'hui, en 6 mois, on a une nouvelle technologie. Donc ça, c'est concernant. Après, je reviens sur la question des enseignants. Je n'y crois pas que l'intelligence artificielle a la capacité de supprimer l'enseignant. L'IA, elle doit être un assistant pour l'enseignant. Si vous discutez aujourd'hui avec des enseignants, ils vont dire, en fait, vous discutez, ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à faire quoi? À faire la police en classe, à calmer les élèves, à peut-être expliquer à un qui a du retard, d'essayer de lui réexpliquer les choses, à faire des tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée. Alors que si on permet à un enseignant, enfin, l'IA ou une plateforme permet à cet enseignant d'avoir des outils d'aide et un assistant, ça peut l'aider à se concentrer à la définition du contenu de la formation. On est d'accord. Une sensibilisation, en fait. Et c'est pour ça que je parle d'empathie, d'enseigner l'empathie, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective pour ne pas former une génération individualiste. On a le droit à 2 autres questions. On fait la pause parce qu'on a des gens qui nous suivent en ligne et ils ont été perturbés par le retard. Désolée. Donc, Nahla, une question. Emel, une question. Boussaïda, c'est pas une question, c'est un retour tout à l'heure par rapport à comment apprendre. Au fait, on souffre toujours en intelligence artificielle du problème cold start problem, c'est-à-dire le démarrage à froid. Quand on a un nouveau étudiant, comment le savoir, par exemple, son profil? En général, on a 3 profils d'apprenants visuels, tactiles, auditifs. Par exemple, on va dire 3 classes. Après, il y a des sortes de questionnaires. Les premiers échanges avec la plateforme, on va le classer. Et à partir de là, on va lui proposer un contenu adapté à son profil. L'IA, justement, là, elle va aider peut-être l'enseignant à le profil des étudiants. Sinon, toutes les études disent que l'intelligence artificielle ne peut pas imiter l'empathie. Ou d'ailleurs, le métier d'enseignant, parmi les métiers qui ne vont jamais disparaître. Dans toutes les... L'empathie, elle est non modélisable. Donc, justement, il faut voir que l'intelligence artificielle va nous aider, outil d'aide pour les enseignants plutôt que de suppression. Il faut juste travailler avec. Quand on a vu qu'il fait les enseignants de tous bords se sont adaptés le Covid à les plateformes d'enseignement à distance. Le fait le primaire, c'est la même chose. C'est là où on va dire qu'est-ce qu'on peut proposer. On a souffert l'enseignement à distance. On avait des étudiants devant nous, ils sacrent la caméra, ils sacrent le micro. Et peut-être les nouvelles technologies comme la métavers ou la riro, il y a l'environnement. On sera présent, peut-être pas pour toutes les tâches. Il n'y a jamais un étudiant qui fait des exercices qui n'a pas été assisté par une IA. L'enseignant qui explique des choses et qui essaie d'attirer ses étudiants, c'est un ensemble. Mais l'empathie est non modélisable. Et c'est pour ça qu'il faut l'enseigner. Une question. Je recentre un petit peu le débat vers les data. Parce qu'à vrai dire, en Tunisie, on n'a pas conscience de cette data qui se trouve malmenée partout dans l'administration tunisienne. Il y a plein de dossiers où il y a beaucoup de data. Les gens qui travaillent sur ces dossiers n'ont pas conscience de l'importance de cette data. Et ils n'ont pas conscience c'est-à-dire de protéger cette data. Et
en fin de compte, on se retrouve avec plein d'archives, avec à la portée de n'importe qui. C'est une richesse. C'est une richesse d'une part, et d'autre part, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aller commencer par en amont, c'est de voir un petit peu les richesses qui se trouvent dans l'administration tunisienne et comment les utiliser. Peut-être qu'il faudrait trouver un truc pour, c'est-à-dire mettre à l'esprit des… Par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation. Oui. Oui, le ministère aujourd'hui, tout est en fait, l'archive est sous format papier en fait. Donc on perd cette richesse. Et l'IA, elle a besoin de l'historique pour pouvoir prendre ses décisions, pour avancer, pour justement, si on veut faire des systèmes de recommandation, on a besoin de données. Et les données, c'est quoi? C'est l'historique. C'est ce qui nous permet d'aller vers cette solution, la solution A ou B. Ce n'est pas par rapport à un historique. On a vu au niveau de notre historique que la solution A échoué. Donc, on va aller vers la solution B. Vous avez parlé tout à l'heure d'une idée très intéressante. C'est le système pour détecter les signaux faibles. Je suis sûre que vous savez qu'aujourd'hui, en Tunisie, chaque année, on a 100 000 abandons scolaires, donc des élèves du niveau primaire ou secondaire qui abandonnent l'école. Et vous avez parlé aussi de quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si en pratique, il y a des exemples comme ça. C'est que l'IA, il peut détecter l'ennui ou bien le décrochage scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple concret donc, dans ce domaine? Alors, bon, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Je ne sais pas, il y a peut-être. Mais en fait, comme je travaille dans le domaine de l'IA, je sais ce qu'on peut appliquer. Quelles sont les applications qu'on peut mettre en place? Et on voit ces applications aujourd'hui sont utilisées dans d'autres secteurs. Quand on parle de nuit, il suffit d'avoir une caméra pour regarder en fait au niveau de filmer l'élève pour savoir s'il s'ennuie ou pas, s'il s'intéresse ou pas. L'échec, c'est par rapport à… Parce que quand on suit l'élève tous les jours et on voit sa façon de travailler, les difficultés qu'il rencontre, on va pouvoir détecter rapidement si il s'ennuie pas, il a des difficultés, il n'a pas des difficultés. En fait, c'est vraiment l'IA va permettre à personnaliser l'enseignement et être un assistant pour justement l'éducateur pour pouvoir suivre une classe de 30. Peut-être demain, ce sera une classe de plus de 100. Peut-être demain, on n'aura pas des classes de niveau, on aura des classes mixtes avec des niveaux mixtes. Donc, tout ça, c'est des suppositions, mais en tous les cas, on sait que l'IA peut être au service de l'éducation. Dernière question. Sbahir, bonjour à toutes et à tous. En fait, moi, je veux attirer l'attention qu'il fallait faire la différence entre l'enseignement à distance et comment l'IA peut rendre l'enseignement supérieur plus efficace, l'enseignement en général plus efficace. Donc là, on parle d'une couche supplémentaire pour donner plus d'efficacité. Moi, je me pose la question, comment ne pas introduire l'intelligence artificielle dans l'éducation si on sait d'ores et déjà que 85% des métiers de 2030 sont méconnus aujourd'hui. Et donc, si on ne se met pas à niveau et que ces métiers-là sont conditionnés en grande partie par la présence de l'intelligence artificielle, vaut mieux être préparé à ça. Donc, c'est le grand questionnement. Je te salue, Kauthar, pour la conférence aujourd'hui qui suscite beaucoup plus de questions et je ne pense pas qu'on aurait à présenter les réponses dans cette salle, mais ce sont des questions profondes parce que ça touche l'éducation depuis le niveau primaire
jusqu'au supérieur et d'emblée la continuité par rapport au métier. Merci. Alors, justement, parlant de 2 minutes. rapidement, hein, c'est vrai, en fait, ma présentation, je fais de telle sorte, c'est une présentation pour susciter des questionnements et essayer de travailler sur l'école de demain. Pour revenir sur l'éducation qui doit s'adapter aujourd'hui au monde professionnel. Aujourd'hui, on a des chômeurs, on doit les former. On doit peut-être former ces chômeurs. Aussi, les métiers qui changent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos employés? Est-ce qu'on les met dehors ou est-ce qu'on les forme justement pour qu'ils puissent prendre le train et pas se retrouver sans emploi? À Dauphine Tunis, on a commencé justement à réfléchir sur des formations adaptées. Et en fait, on a imaginé un peu une formation à la carte. C'est prendre la sortie, quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce qu'on veut. Un exemple, hein, on veut former aujourd'hui quelqu'un à traitement des données. Allez, data streaming, qui n'existe pas encore en Tunisie, traitement de la donnée en temps réel pour tout ce qui est marketing. Et on prend l'objectif à atteindre. Et on prend en fait les inputs. Les inputs, c'est quoi? Quelle est la connaissance? Parce qu'en fait, c'est des formations qui s'adressent à des professionnels, à des chômeurs, à des gens curieux hein, qui veulent changer de métier. Et on prend l'input et l'input, on essaye de regarder quels sont les prérequis de ces personnes pour leur proposer des modules de mise à niveau. Là, pour le data streaming, en fait, on vient, on regarde, on étudie le niveau de l'apprenant, on regarde ce qui lui manque comme formation et on propose plein de petits modules. Et ces modules, ils sont proposés sur une plateforme avec une plateforme dotée d'intelligence artificielle qui permet à l'apprenant de suivre, d'apprendre tout seul et d'être encadré au cas de difficultés. On a des alertes ou l'intervention d'un encadreur pour l'aider à avancer. Une fois qu'il a suivi ces cours de mise à niveau, on l'oriente justement vers les cours de spécialisation. Donc demain, on peut peut-être penser l'université de demain autrement. Ça peut être aussi une université où l'élève, il arrive, il dit « moi, je veux devenir avocat ». Ça ne sert à rien de lui faire des cours qui ne concernent pas le droit, peut-être lui donner des cours de droit, des cours du numérique, des cours d'intelligence artificielle, parce que même le droit va être transformé avec l'intelligence artificielle. Donc, lui faire un parcours adapté. Je pense que c'est aussi une réflexion à penser justement à l'université demain. Peut-être on aura une université qui sera un enseignement à la carte. Merci beaucoup. Désolée tout de suite.